Le Delta variant se promène comme un poisson dans l'eau. Échappe-t-il à tout contrôle? La crise sanitaire sera-t-elle plus aiguë? Les autorités ont-elles encore des marges de manœuvre? Comment mieux sensibiliser la population? Quelles conséquences économiques et sociales? Quelles solutions pour endiguer la pandémie? Alassane Samba Diop reçoit Babacar Gueye, directeur des maladies au ministère de la Santé et de l'Action sociale, Issa Won, professeur de santé publique à l'université Hassan Sek de Ziguinchor. L'air du temps met la blouse blanche et porte le diagnostic sur la 90.3 dimanche 25 juillet de 10h à 11h. Dimanche 25 juillet 2021, merci d'être à l'écoute de l'air du temps. Que ce soit donc aujourd'hui Babacar Gueye, qui est le directeur de la lutte contre les maladies. Il faut bien préciser. Bien, directeur de la lutte contre les maladies. Et monsieur aussi professeur Issa Won, qui est professeur de santé publique, Université Hassan Sek de Ziguinchor. Merci monsieur d'avoir accepté notre invitation. Depuis quelques jours, on remarque la montée en puissance, comme on dit, de la maladie, du variant Delta, qui semble aujourd'hui semer la panique un peu partout. Monsieur Babacar Gueye, est-ce que le variant Delta est devenu incontrôlable? Je vous remercie déjà pour l'invitation et l'opportunité que vous nous offrez d'échanger sur cette question qui est importante. Permettez-moi de saluer les auditrices et les auditeurs de e-radio et dire tout le plaisir et l'honneur que j'ai de partager ce plateau avec professeur Issa Won, qui dans son domaine est une référence tant au niveau national et international. Et en son attention, je voudrais dire très grands seront les grands quand les petits deviendront grands par l'intermédiaire des grands. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal vit cette épidémie depuis le 2 mars. Donc depuis le 2 mars jusqu'à présent, c'est une épidémie qui est caractérisée par des moments de transmission élevés, des moments de transmission élevés et d'autres moments de transmission où la propagation était faible, voire nulle. Bon, le Sénégal n'a pas encore eu de moment où il y avait une transmission nulle. Et à ce moment précis, nous sommes dans une augmentation de façon exponentielle des cas de Covid-19. Et cela est, comme vous l'avez indiqué, étroitement lié à la présence et à la circulation au niveau du pays de plusieurs variants. Donc au niveau mondial, il y a plusieurs variants. Ça, c'est le virus qui est comme ça. Il se mute régulièrement. Au Sénégal particulièrement, nous avons en même temps la circulation de 5 variants préoccupants au moins. Parce que sur plusieurs milliers de variants, l'OMS a retenu certains qui sont les plus préoccupants, dont le variant Delta. Et au niveau des laboratoires du pays, je pense que les derniers résultats de séquençage qui ont été faits ont montré que 60% de ces mutants, c'était le variant Delta. Donc aujourd'hui, il est important de pouvoir faire face. Je pense que le Sénégal aujourd'hui peut continuer à faire face, rester debout, en mettant en œuvre certaines stratégies sur lesquelles nous allons revenir, notamment par rapport à la détection précoce. Aujourd'hui, une enquête de séroprévalence a été faite la dernière fois, mais la transmission vraiment elle est communautaire. Donc il faudrait mettre en place des mécanismes de pouvoir prévenir la survenue d'autres cas, mais surtout la détection précoce des cas pour éviter la survenue de décès et des cas graves. Aujourd'hui, le défi, c'est vraiment la détection précoce et la prise en charge précoce. Monsieur le professeur Sawon, vous avez constaté, comme nous, que le variant Delta est en train de faire des ravages, comme les gens le disent dans ce pays. À moins d'une semaine, une trentaine de morts, jusqu'à 50 de morts par rapport à ce variant. Est-ce qu'il est inquiétant? On a les moyens de l'éradiquer? Oui, merci beaucoup, Alassane. Je vous remercie d'abord de m'avoir invité à ce plateau. Merci. Avec mon ami et frère, le docteur Babacar Gueye, avec qui j'ai eu à échanger, avec qui je collabore sur beaucoup de sujets. Alors, ce qu'il faut dire d'abord, c'est pour parler des possibilités de contrôle, je pense qu'il y a 4 points clés qu'il faut souligner. D'abord, que ces mutations étaient attendues. C'est bien connu que, de façon générale, les microbes mutent, mais c'est encore plus vrai pour le virus à ARN. Donc, c'était attendu. On savait que ce virus allait muter. Dans quel sens il allait muter? Bon, ça, peut-être, c'était pas connu. C'est connu que ce virus touche plus les jeunes que les mutants précédents, enfin que les variants précédents. Il touche les jeunes, beaucoup de jeunes.
C'est connu que les jeunes font souvent des formes asymptomatiques ou paucisymptomatiques, c'est-à-dire très peu de signes. C'est connu aussi que c'est un virus qui se répand très vite, d'où ce que mon collègue Babacar vient de dire, l'explosion des cas. Et enfin, c'est connu que cette maladie a ce variant Delta a des signes beaucoup plus banals, beaucoup plus classiques que la première vague qu'on a connue. C'est pour ça que vous verrez que chacun parle de grippe. Je suis grippé, mais les spécialistes vous disent attention, ce n'est pas de la grippe, c'est du coronavirus. C'est possible de contrôler la maladie sous réserve, comme l'a dit tout de suite le docteur Babacar Gueye, de prendre des mesures énergiques immédiatement. Le contrôle est possible à mon avis. Mais il y a beaucoup de morts. Ce variant a tué plus que peut-être le premier virus. Par contre, ce n'est pas connu s'il est plus létal que le précédent. Ce n'est pas encore établi. Tout ce que j'ai dit est scientifiquement vérifié. Le tableau que donne le ministère indique le nombre de morts. 5, 10 morts, 8 morts, minimum. Je parle du taux de létalité, c'est-à-dire le nombre de décès sur le nombre de patients. Ce n'est pas encore scientifiquement prouvé que ce variant Delta est plus létal que ceux qui étaient là avant. Mais la population constate le bulletin qui a plus de morts. Oui, bon, c'est vrai que je ne suis pas entré dans... Soit, admettons, de toute façon, un mort déjà, c'est un mort de trop. On ne doit pas accepter cela, cela est tout à fait inacceptable. Et donc, comme je viens de dire, si on en vient aux stratégies, je pense qu'il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Il faut des mesures énergiques immédiatement si on veut freiner la propagation du virus. Peut-être qu'on en viendra à ces mesures. Justement, professeur Dr Babacar Gueye, certains estiment que tout le monde connaissait que le virus allait muter, que le variant serait là, qu'il y aurait une explosion. Pourquoi en ce moment donc, au niveau du ministère, vous avez décidé de démanteler le CTE? Je vous remercie. Je pense que c'est une question importante que vous venez de poser. Mais je voudrais revenir sur la question relative au décès. Donc, effectivement, je confirme. Il a été scientifiquement démontré qu'en termes de propagation, qu'en termes de transmissibilité, donc ce variant Delta est plus... la transmissibilité est beaucoup plus importante. Mais à ce jour, sur les données que nous avons, les données du ministère de la Santé, par rapport au décès, le nombre de décès n'est pas beaucoup plus important que les périodes, les deuxièmes ou premières vagues. Cumulé peut-être. Cumulé, oui. Même si on fait de façon comparative les décès par semaine, nous ne sommes pas encore arrivés à un niveau de décès par rapport aux vagues précédentes. Ça, je pense que c'est important de le relever. Démanteler les centres de traitement. Donc ça, je voudrais vraiment être très clair et très, très, très formel sur cette question. Entre la deuxième et la troisième vague, en tout cas, aucun centre de traitement des épidémies au Sénégal n'a été fermé. Donc, aucun. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la continuité de service. Tout à l'heure, je discutais avec le professeur Issa. Il y a les autres maladies, les maladies chroniques et tout. Maintenant, est-ce qu'il faudrait mettre en place un CTE avec le même dispositif de ressources humaines et attendre un cas ou 2 cas de Covid, et pendant ce temps, les mêmes ressources humaines qui pourraient prendre en charge les patients diabétiques, les patients hypertendus et tout, est-ce qu'il faudrait de façon efficiente? Non, ce n'est pas le cas. Il faudrait, dans le cadre de cette Covid, prendre en compte l'épidémie, répondre à l'épidémie, mais aussi assurer la continuité des autres services. Et parce que notre confrère Madiambal Diagne a posé une question importante en disant qu'ils ont constaté que certains matériels qui étaient dans certains CTE se retrouvent dans des cliniques privées. Il a fait cette accusation. Je parle officiellement. En parlant aussi d'oxygène qui manquerait dans certains CTE. Sur cette question, je parle officiellement. Et ça, je porte la voix officielle du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Ça, nous nous inscrivons en faux par rapport à ces allégations. Aucun matériel des centres de traitement des épidémies n'a été... Ça, c'est même pas possible. Je rappelle, ça, vraiment, vous me permettez de faire l'historique. Le Sénégal a fait un plan de préparation avant le 2 mars. Par rapport à ce plan de préparation, il n'y avait qu'au Sénégal un seul centre de traitement des épidémies, donc en l'occurrence le service de Fann. Et au niveau de ce service de Fann, il y avait 12 lits, donc 2 lits de réanimation. C'est ce que je dis là est très important. Après 1 an, au Sénégal, nous sommes à
près de 570 lits qui sont installés. 570 lits qui sont installés. Et parmi ces lits qui sont installés, au moins 294 lits avec oxygène et 66 lits de réanimation. On s'en passe de 2 lits de réanimation à 66 lits de réanimation, 0 lit avec oxygène et 294 lits avec oxygène. Et par rapport au diagnostic, en plus des tests Covid, des tests PCR qui ont été décentralisés sur l'ensemble du territoire, il y a les aspects d'imagerie. Aujourd'hui, le Sénégal a fait des actions importantes dans le domaine de l'imagerie médicale en mettant à la disposition de certaines structures de santé des scanners, des IRM notamment. Et aussi, on parle des maladies chroniques, la question de la dialyse. Parce que pendant les premières, en tout cas les premières périodes de transmission qui étaient importantes, pour 90% des décès, c'était en lien avec les maladies chroniques non transmissibles. Donc vraiment, c'est dire qu'il fallait faire quelque chose dans ce sens. Notamment les malades présentant une pathologie rénale chronique, une insuffisance rénale, qui nécessite des dialyses. Et l'État du Sénégal a acquis des générateurs mobiles qui aujourd'hui sont utilisés pour faire les soins par rapport à cette dialyse-là. Et tous ces équipements dont je viens de parler, à ce moment où je parle, sont encore au niveau des centres de traitement des épidémies. Et ça, c'est comme les Wolofs disent, donc il faut juste aller au niveau de cette œuvre, faire un reportage et voir que tous les équipements sont encore disponibles. Relativement à la question de l'oxygène, je pense qu'aujourd'hui, même avant la pandémie de Covid-19, au niveau des établissements de santé, le gouvernement avait fait l'effort de mettre en place des centrales d'oxygène. Maintenant, il faut comprendre que nous ne sommes pas dans une situation où le Sénégal est isolé. Donc, nous sommes dans une pandémie. Donc c'est un problème qui est global. Naturellement, il y a des tensions par rapport à l'oxygène. Si je vous dis que la consommation avant d'oxygène en une année, elle est consommée là en un mois. Donc ça veut dire qu'effectivement, il y a des tensions, il y a des difficultés. Et c'est à ce titre qu'aujourd'hui, pendant cette vague-là, dans le cadre du plan d'investissement sectoriel, le Sénégal va acquérir 35 centrales d'oxygène, en plus de celles qui existent déjà. Et les réceptions sont prévues au début août. Et aussi, certainement, nous allons revenir par rapport à la capacité litière. Un important dispositif en oxygène est en train d'être mis en place au niveau des centres de santé, au niveau notamment des zones tampons. Donc, encore une fois, aucun matériel de CTE, et ça, c'est même pas... Nous sommes des médecins, nous sommes assez responsables. Nous ne pouvons pas permettre à qui que ce soit de prendre du matériel d'un CTE pour le vendre. Ça, c'est même pas possible. Il y a une polémique par rapport à la prise en charge des malades dans les CTE, en disant qu'il y aurait des problèmes d'oxygène, des problèmes de lit. Il y a aussi un débat qui s'est posé en concernant aujourd'hui les médecins eux-mêmes qui sont surchargés par rapport aux malades qui arrivent. Certains estiment que même il y a de l'oxygène portatif que l'État du Sénégal aurait pu peut-être importer pour décongestionner un peu les hôpitaux. Oui, vous avez parfaitement raison de poser ce problème de l'engorgement des structures de santé sur lequel le docteur Gueye d'ailleurs est revenu. Moi-même je l'ai vécu. J'ai vécu pas plus tard qu'hier ce problème avec des centres de santé engorgés, des hôpitaux, des réanimations complètement engorgées au point qu'on hospitalisait les malades dans les couloirs. Et c'est un fait. Autant ça c'est un fait, autant je comprends aussi le dilemme auquel on a fait face. Vous savez que pendant des mois, plus d'1 an, il n'y a presque plus eu d'opération de chirurgie cardiaque. La prise en charge des maladies chroniques a été complètement ralentie, que ce soit les insuffisants rénaux, les cancéreux, a été complètement freiné. Et c'est des personnes qui ont autant droit à la vie que ceux qui meurent de Covid. Donc il y a eu un dilemme extraordinaire. Ceci dit, si des CTE ont été démantelés, c'est une erreur. Fondamentalement, c'est une erreur, il faut le reconnaître. Maintenant, je ne pense pas non plus que le matériel ait été bradé. En tout cas, on n'en a pas eu de preuves. Et connaissant les hôpitaux comme Dr Gueye, ça me semble un peu invraisemblable. Bon, soit, mais démanteler un CTE au stade où nous en sommes, c'est une erreur, c'est clair. Si ça a été fait, je pense que c'est une erreur qu'il faut prendre en compte. Alors nous, parce que je précise aussi que je suis ici aussi au titre de président de l'Association sénégalaise des professionnels de santé publique. Ce qu'on avait proposé et ce qui reste valable et que le ministère d'ailleurs avait commencé à mettre en œuvre, c'est de prendre en charge les cas
en amont des services hospitaliers. Ça veut dire quoi? Et ils ont commencé à le faire d'ailleurs avec les services, les hôpitaux militaires de campagne, etc. Mais je pense qu'il est possible de faire des installations sous forme de tentes en amont des hôpitaux où des cas simples à moyennement sévères seraient pris en charge pour désengorger les hôpitaux. Parce que certains préconisent que l'armée elle-même soit Oui, mise en œuvre dans la lutte, Oui, qu'elle vienne appuyer la lutte. L'armée fait ce qu'elle peut. L'armée Avec les a hôpitaux été de campagne, depuis la avec première, des oui, bâches les partout. hôpitaux de campagne, mais les moyens de l'armée sont également limités, il faut le dire. Il ne faut pas croire que dès que l'armée vient, les problèmes sont réglés. L'armée peut faire beaucoup de choses, mais l'armée seule ne peut pas tout faire. Donc il faut aussi un dispositif en amont. Et nous avions, en tant qu'association, proposé quelque chose qui, je pense, avait retenu un peu l'attention du ministère de la Santé. Vous savez qu'actuellement, les médecins réanimateurs sont tous réquisitionnés. Dans le pays, tous les médecins réanimateurs sont réquisitionnés. À Dakar, vous ne pouvez plus trouver de médecins réanimateurs qui soient disponibles, que vous pouvez redéployer ici ou ailleurs. Donc ça pose des problèmes, certes un problème conjoncturel, mais des problèmes structurels sur lesquels, formation et d'organisation des soins sur lesquels il faudra se pencher dès qu'il y aura une petite accalmie. Mais la question aussi qui a été posée, Dr Gueye, concerne la prise en charge de la maladie. La communication, certains estiment qu'elle a été tellement mal faite que les populations sont dans le déni total. Parce que les politiques eux-mêmes ont montré qu'ils doivent se rassembler. Le président est parti à l'intérieur du pays. L'opposition a organisé ici des manifestations le 23 juin. Donc la parole, même de ceux-là, les politiques ne passent plus. Quelle stratégie allez-vous mettre en place pour que les populations comprennent que la maladie, elle est là, elle est réelle, elle tue? Bon, voilà, sur cette question, je vais être très technique et vraiment apporter une réponse en me basant particulièrement sur ce qui a été relevé tout à l'heure par le professeur Wan, c'est la capacité litière. Je voudrais à ce niveau faire une petite analyse. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre d'une période où la transmission elle est importante, et certains troisième vague si vous voulez. Alors, lors des vagues précédentes, on avait en moyenne, je donne juste des chiffres en moyenne comme ça, 100 cas par jour. Et 100 cas par jour, c'est dire que parmi ces 100 cas, il est démontré que les 10% constitueront des cas sévères. Ou parmi ces 10% de cas sévères, les 10% nécessiteront une prise en charge à réanimation. Ça veut dire aujourd'hui, si on a 100 cas, les 10 cas auront besoin d'oxygène et un cas aura besoin d'être hospitalisé en réanimation. Voilà, premier niveau. Deuxième niveau, on est passé de 100 cas par jour à une moyenne de 1000 cas par jour. 1000 cas par jour, ça veut dire là où on s'attendait à avoir 10 cas sévères qui ont besoin d'oxygène, on s'attend à avoir 100 cas sévères qui ont besoin d'oxygène. Là où on attend à avoir un cas qui a besoin d'être hospitalisé en réanimation, on s'attend à avoir 10 cas qui ont besoin d'être hospitalisés en réanimation. Donc ça, si l'épidémiologie, l'évolution continue comme ça, c'est pas tenable, c'est pas possible de pouvoir hospitaliser. Mais qu'est-ce qu'il faut faire justement? J'en viens justement. Et aujourd'hui, au moment où je parle, au niveau des centres de traitement des épidémies, les capacités, notamment par rapport à l'oxygène, c'est 100% d'occupation. 94% pour les lits simples et 94%. Donc en termes clairs, si quelqu'un vient, je finis, s'il vous plaît. 94% pour les lits en réanimation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes à un niveau où les structures sont saturées, des centres de traitement des épidémies. Maintenant, ce qui a été mis en place pour pouvoir pallier à cela, c'est la mise en place de zones tampons. Donc, de zones tampons, ça veut dire que, comme le disait, impliquer les centres de santé. Les centres de santé est le niveau vraiment le plus opérationnel. C'est à ce titre qu'au niveau du Sénégal, aujourd'hui, 78 zones tampons ont été identifiées et l'ensemble de ces zones tampons dispose, je pense, les chiffres, c'est 266 lits avec oxygène. Et parmi ces 266 lits avec oxygène, les 119 à peu près sont dans la région de Dakar. Et ces lits au niveau des centres de santé peuvent prendre en charge ces patients-là qui ont besoin d'oxygène. Et voilà, ça permet de pallier à ce désengorgement. Autre élément qui est important, on a évoqué effectivement, ça c'est pas exclu et nous y travaillons. Nous allons mobiliser les hôpitaux militaires et ça, là, lors de la réunion précédente du Comité national de gestion des épidémies, le directeur de la santé des armées, nous en avons discuté. Et il y a le hangar qui est là, donc qui aujourd'hui dispose d'une cinquantaine de lits avec
un hôpital mobile qui a été mis en place avec l'appui du gouvernement américain. Donc tout ceci va être mobilisé. Mais autre élément qui est important, aujourd'hui nous sommes à 10 000 cas. Il faut vraiment, le défi c'est la réduction des cas graves et la réduction des décès. Il faut faire la promotion de ce qu'on appelle la détection précoce. Et il y a ce qu'on appelle la stratégie prise en charge à domicile. Prise en charge à domicile, mais vraiment c'est pour les cas simples. Ça veut dire aujourd'hui, le Sénégal doit augmenter ses capacités de détection. C'est pour cette raison que les tests, il faut augmenter les capacités de détection. Les tests sont très chers. Les tests les moins chers les tests sont gratuits. C'est 12 500 que ça se fait. Il y a certaines pharmacies qui font ça à 12 500. J'ai fini. Par rapport à l'augmentation des capacités de tests, en tout cas, depuis la semaine dernière, pouvoir détecter précocement. Parce qu'aujourd'hui, si on a les cas simples, on peut les prendre en charge à domicile et désengorger. Maintenant, si les patients restent à domicile et présentent des complications, ça pourrait poser problème. C'est pour cette raison que, depuis la semaine dernière, des tests de diagnostic rapide ont été mis à la disposition de toutes les régions médicales du pays et des districts sanitaires. Et ces tests sont gratuits. Il y a 20 000 tests qui ont été déployés, 20 000 dans la région de Dakar, 18 000 au niveau des régions et aussi au niveau des établissements publics de santé. Maintenant, il faudrait que les patients puissent respecter le circuit, aller au niveau des centres de santé de proximité pour pouvoir bénéficier de ce test-là. Et je précise aussi, pour finir sur cette question, que entre la deuxième et la troisième vague, ça, je suis formel à ce niveau. Et ça, c'est vraiment une instruction qui a été appliquée. Aucun centre de traitement des épidémies n'a été démobilisé ou démantelé. Oui, mais les tests qui sont donnés dans certaines pharmacies coûtent cher aux populations. On fait des tests à 12 500 dans certaines pharmacies. Certains vendent des tests, même si on dit qu'ils sont gratuits. Les populations ne sont pas au courant que les tests sont gratuits, sont disponibles. Et 20 000 tests à Dakar, c'est pas peu par rapport à la situation aujourd'hui? Oui, que les tests soient vendus, à mon avis, ce n'est pas normal. Ça, je le dis très clairement. Ce n'est pas normal en période d'épidémie que des tests soient vendus. Ce n'est vu nulle part. Et ce n'est pas acceptable. Je crois que le gouvernement va y mettre bon ordre. Bon, que les pharmacies privées le vendent, ça, vous me l'apprenez. Je sais, on m'a cité des cas de cliniques qui font des tests à 25 000. Mais je juge cela en tant que Sénégalais, en tant que médecin, en tant que président de l'association de professionnels. Ça nous demande les preuves. Hein? Oui, les gens qui travaillent ici chez nous sont partis faire des tests dans des cliniques. Ils ont payé 25 000 francs CFA. D'autres dans des pharmacies, ils ont payé 12 500. Je dis que oui, mais je vais dans votre sens pour dire que si c'est vrai et que vous avez des preuves, je pense que l'État va prendre des mesures. Parce que ce n'est pas acceptable qu'en période d'épidémie, pendant que les gens meurent, qu'on fasse payer des tests qui sont gratuits. Moi, dans mon entourage, une personne est revenue d'Europe et a ramené des tests qui étaient distribués dans son école, gratuits, des tests rapides antigéniques. Donc, est-ce que justement, il ne faut pas généraliser les tests, avoir des équipes itinérantes qui vont dans les quartiers pour tester les gens? Oui, il faut que tout cela soit faisable, parce qu'on est aussi dans un système où il faut aussi faire ce qui est possible de faire. La personne dont je parle venait d'Allemagne, qui est donc un pays riche où les tests sont distribués gratuitement. Alors, les tests rapides, tout au moins. Il y a aussi, et ça aussi il faut le souligner, dans les centres de santé, quoi qu'on dise, mon cher ami, une difficulté d'accès aux tests. Ouais. Très difficile, c'est la queue. Et quand c'est le test rapide, il arrive qu'on vous dise de revenir, ce qui n'est pas normal parce que le test rapide, c'est en 15 minutes. Quand c'est le test de confirmation, c'est encore plus difficile. Et le rendu des résultats ne se passe pas bien dans parce beaucoup de centres de santé. Beaucoup de citoyens qui ont fait des tests, il reste une semaine, 2 semaines sans avoir de résultats. Jusqu'à présent, il y a des gens qui ont fait, ici dans cette maison, il y a des gens qui ont fait des tests qui n'arrivent pas depuis 2 semaines à recevoir le résultat. Ce que vous avez dit, je ne pensais pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Monsieur le directeur de la lutte contre la maladie va prendre note et va en discuter au cours des réunions de coordination. Ce que vous avez constaté, je l'ai personnellement constaté. Donc je confirme tout à fait ce qui a été dit ici. Généraliser les tests. Je pense aussi qu'il faut proposer des solutions faisables. Est-ce que nous avons, à l'état actuel des choses, les moyens de généraliser les tests, étant donné ce que ça coûte, étant donné qu'on ne fabrique pas ces tests? J'étais en communication ce matin avec quelqu'un qui vit en Allemagne et qui est prêt à faciliter l'accès. C'est simplement dire, c'est sûr qu'il a pris langue avec le ministère de la Santé, c'est simplement dire qu'il faut aussi impliquer le secteur privé qui, dans le cadre non seulement de sa responsabilité sociétale, mais aussi dans le cadre du business, des affaires, peut faciliter la mise à disposition des tests. Ce qui est clair, c'est qu'il faut tester à large échelle. En plus des mesures
énergiques dont nous avons parlé et sur lesquels nous allons certainement revenir. Oui. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est un problème de communication. Vous n'avez pas répondu à ma question tout à l'heure. Est-ce que les politiques n'ont pas ruiné la communication vis-à-vis des populations qui sont dans le déni, continuent à penser qu'il ne faut pas se vacciner, que le corona est fini parce qu'il y a des rassemblements un peu partout dans le pays? Et l'interdiction des rassemblements dont on dit n'a pas été appliquée. Les gens continuent à fréquenter les marchés, sont dans les cars rapides, comme d'habitude, comme si rien n'était. Je pense qu'avant d'aborder cette question, je vais revenir sur la question des tests. À ce jour, je pense que sur les questions, sur les PCR, le Sénégal a eu de façon gratuite à faire plus de 600 000 tests PCR au niveau des différents laboratoires. Donc ça, c'est dans le cadre de la détection. Ça pour les cas suspects, etc. Par contre, ce sont les voyageurs qui effectivement paient. Au début, c'était 40 000, mais avec l'harmonisation au niveau de l'UEMOA, c'est passé à 25 000. Ça, c'est pour les voyageurs. Mais je confirme que pour les cas suspects, etc., dans le cadre du suivi des contacts, mais aujourd'hui, il y a des cliniques, et des pharmacies qui vendent des tests. Si on travaille sur la base de protocole, sur la base de procédure, aujourd'hui, les tests diagnostiques rapides sont mis en place au niveau déconcentré, c'est-à-dire au niveau des districts sanitaires. Et les districts sanitaires doivent ravitailler, approvisionner les structures privées. Et ces tests-là, encore une fois, qui sont mis en place par le ministère de la Santé, sont totalement gratuits. Maintenant, s'il y a des insuffisances qui sont relevées, nous prenons note et des mesures seront prises. Et quand je parle de 20 000 tests, c'est juste une première dotation la semaine dernière, mais nous sommes dans une perspective d'avoir plus de 2 millions de tests. Et je rappelle que les tests, c'est en conformité avec les protocoles. Tout à l'heure, je disais que, relativement, pour répondre à votre question, à l'engagement de structures de santé et tout, c'était comme si vous êtes chez vous, on vous appelle pour une fuite d'eau. Vous venez pour nettoyer. Si vous arrêtez à juste nettoyer l'eau qui est sur le sol et que vous ne réglez pas la fuite, ça pose problème. Non seulement il faut nettoyer l'eau sur le sol, mais aussi aller régler la fuite. La fuite, c'est, comme l'a recommandé le Comité national de gestion des épidémies, avant la Tabaski, éviter le déplacement et tout, il faudrait de façon vraiment beaucoup plus rigoureuse qu'on puisse respecter et faire la promotion davantage du respect des mesures barrières, éviter les rassemblements, interdire les rassemblements, éviter les déplacements qui sont inutiles. Et ceux qui ne croient pas au corona, qui ne croient pas au dépistage, qui ne croient pas à la vaccination, qu'est-ce qu'il faut faire pour les amener à comprendre que c'est une maladie dangereuse? Après un an, plus d'un an d'épidémie, nous sommes en train de faire une enquête CAP, connaissance à titre pratique, pour voir effectivement ces personnes-là, pourquoi elles ne croient pas pourquoi il y a toujours un déni. Maintenant, je voudrais relever qu'avec ce contexte-là, il y a quand même une certaine modification de la perception. Parce que nous, dans notre expérience, les personnes qui il y a 2 ou 3 mois refusaient systématiquement de se vacciner, ces mêmes personnes-là qui aujourd'hui, hier, on reçoit beaucoup d'appels, docteur, est-ce qu'on ne peut pas se faire vacciner? Donc ça veut dire il faut que les gens voient la réalité, que c'est une situation assez grave et on peut arriver à un moment où les gens peuvent vraiment, par rapport à la létalité, on peut connaître beaucoup de décès. Et il y a pour pouvoir intervenir en amont, il y a la vaccination, certainement nous y reviendrons, mais aussi c'est pas que la vaccination, et ça aussi ça a été une insuffisance. Quand on a introduit la vaccination le 23 février, d'aucuns ont pensé que quand on est vacciné, c'est fini. Non seulement il y a la vaccination est un élément constitutif de l'ensemble de la stratégie de prévention. Il faut se faire vacciner, mais aussi respecter de façon rigoureuse les mesures barrières. Donc c'est ce qui va nous permettre de fermer la fuite, et ensuite par rapport à la prise en charge des cas, le dispositif est mis en place pour pouvoir détecter précocement et prendre en charge précocement. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas eu, professeur Issa Wan, un problème de communication aujourd'hui vis-à-vis des populations? Parce que les plans continuent à dire que le corona n'existe pas, ils sont dans le déni. S'ils voient les chefs de l'État, les politiciens aller faire des rassemblements et partir, et revenir 2 mois après, dire oui, restez chez vous, pas de rassemblement, il y a une incohérence, il y a un problème de cohérence dans la communication qui plombe aujourd'hui la lutte. Je pense que dans toute épidémie, il y a un minimum de mesures coercitives qu'il faut mettre en place. On n'a jamais vu une épidémie sans mesures coercitives. Mesures coercitives, ça veut dire obliger les personnes à adopter un certain comportement. Obliger par voie réglementaire et obliger par l'usage de la force. Ça, on ne peut pas y couper.
Mais est-ce qu'il est possible aujourd'hui, vu la situation économique, sociale du pays, de mettre en place ces mesures coercitives? Oui, c'est possible. C'est possible. D'abord, et vous l'avez bien dit, interdire tout type de rassemblement évitable. Qu'il soit politique, qu'il soit à caractère social, interdire formellement ces rassemblements. Ça, c'est une première chose. Ce ne doit pas être difficile d'interdire les meetings politiques, d'interdire les funérailles, d'interdire les baptêmes, etc. Ça ne doit pas être si difficile que ça. C'est vrai qu'en période comme la Tabaski, moi je suis allé vers le marché de Kermassar, mais personne ne portait de masque. Ouais. Personne. Et aucune distance n'était respectée et c'était le jour où on a eu le plus de cas. 10 morts. Hein. Donc, ce que vous dites sur la communication est réel. Il y a un déni de la maladie. Et pourtant, cette maladie existe et fait chaque jour des morts. D'où la justification de ce que je venais de dire. Dans toute épidémie, il y a un minimum de mesures coercitives. Vous avez vu ce que le président Macron a dit en France. Personnel de santé, vous vaccinez obligatoirement. Par force, que vous le veuillez ou non, vous vaccinez. Sinon, vous n'êtes plus personnel de santé. Je pense que ce type de mesures devait aussi pouvoir être appliqué ici. Au Sénégal, on comprend les contraintes économiques. Mais vacciner quand même le personnel de santé, il faut les protéger d'abord. Oui, le personnel de santé est vacciné. Hein? Bon. C'est pas obligatoire. Hein? C'est pas obligatoire, mais je pense quand même que le personnel de santé du Sénégal, ce que j'ai vu moi sur le terrain, c'est qu'il est vacciné. Vraiment, je pense. Je n'ai pas d'enquête, je n'ai pas de chiffres. Mais quand je voyage à l'intérieur du Sénégal, je demande et je pense, la perception que j'ai, c'est que le personnel est vacciné au niveau de la population. Surtout au niveau des personnes qui sont un tant soit peu instruites, qu'il y a des problèmes. Qu'il y a un déni de la vaccination qui ne repose sur rien. Avec souvent même une dose d'agressivité. Vous voyez des gens très instruits, très respectables, mais qui ne connaissent rien à la vaccination ni à la santé publique. Qui sont même peut-être quelquefois des professeurs d'université. Et qui s'érigent en champions de la lutte contre la vaccination, sans rien connaître de ce qu'ils disent. Et cela, c'est une forme de violence aussi. Il faut le dire. Nous sommes des pays pauvres qui ne pouvons pas nous payer le luxe de nous passer de vaccination. Vous, comme moi, comme Dr Gueye, si nous sommes arrivés là où nous en sommes, c'est qu'on a reçu au moins 6 vaccins durant notre vie, au moins. Donc, il n'y a aucune base scientifique réelle à ceux qui dénient la vaccination. Et de ce point de vue, je suis d'accord avec vous. Il faut que les politiques, les élites intellectuelles, etc., donnent des signaux positifs. Il faut qu'ils donnent des signaux positifs. Sinon, la population qui n'y comprend pas grand-chose va continuer d'être dans le déni et de dire qu'il n'y a pas de maladie parce qu'ils ne voient pas les malades, ils ne voient pas les morts. Mais justement, dans la communication, est-ce que le ministère ne doit pas accepter que les télévisions aillent dans les CTE filmer les malades sur des lits d'hôpitaux, les faire parler, même en protégeant leur vie privée, pour que les gens comprennent qu'il y a des malades qui sont couchés, qui sont là. Moi, je crois là où ça s'est fait ailleurs, dans d'autres localités. Non, ça ne marchera pas parce que l'histoire là... Non, je vous assure, je vous ai dit. Vous savez, on n'est pas à la première. On a vu comment les gens réagissent. Le déni peut aller très loin. Même si vous mettez un malade avec son résultat à côté, avec son masque d'oxygène, il y en a qui seront encore dans le déni. Lui comme moi, on sait ce qu'on dit parce qu'on a géré des épidémies en grande. Le déni, c'est quelque chose de presque structurel chez certains Africains. Donc, la communication, oui. Mais à mon avis, il faut une sorte d'électrochoc. Ça va plus loin que la communication. Les gens ne changent pas forcément. Parce que ceux qui refusent de se vacciner, ceux qui appellent Dr Gueye, comme moi, c'est des intellectuels, c'est des cadres, c'est des banquiers qui connaissent, mais qui sont dans le déni parce qu'ils ont été influencés par une propagande, une contre-propagande sur la vaccination, etc. Oui. Souvent tenus par des scientifiques. Il y a un Nobel, un Nobel de médecine, qui prétend que la vaccination, ça vaut rien. Et ça, c'est un problème. C'est un problème. Vous voyez donc, c'est plus profond que ça. Oui, mais il y a aussi un autre problème. Il y a aussi ceux qui avaient déjà pris leur première dose, qui n'arrivent pas à recevoir la deuxième dose depuis lors. Et le temps qui était donné à eux pour une deuxième dose, ils n'arrivent pas à l'avoir. Ils la cherchent, notamment l'AstraZeneca.
Très bien, je pense que sur cette question de la vaccination, le Sénégal quand même a eu à faire beaucoup d'efforts. Déjà sur l'acquisition de vaccination, sur financement domestique. Donc je pense que c'est important en termes de leadership par rapport à l'appropriation de la riposte, mais aussi par rapport à la coopération bilatérale. Donc il y a des pays avec qui notamment le Sénégal a eu des échanges, notamment la France, les États-Unis plus récemment, la Chine, donc, et aussi des initiatives au niveau global, notamment l'initiative COVAX et l'initiative avec l'Union africaine. Maintenant, pour la question précise de AstraZeneca, alors ce qui est arrivé, c'est que le Sénégal a souscrit dans cette initiative, comme d'ailleurs d'autres pays. Et nous avons reçu une première dotation d'AstraZeneca. Les dotations ultérieures devraient provenir de l'Inde. Donc nous tous nous savons ce qui s'est passé en Inde. Et les Wolofs disent donc l'Inde ne peut pas avoir une propension de l'épidémie, vouloir vacciner des millions de ses citoyens et exporter ces vaccinations. Donc c'est ce qui a retardé les doses de AstraZeneca. Mais je veux rappeler que il y a plusieurs vaccins. Aujourd'hui, nous avons démarré la vaccination le 23 février, c'était avec Sinopharm. Ensuite, nous avons eu les doses de AstraZeneca. Nous avons aussi d'autres doses de Sinopharm en temps. Et récemment, nous avons eu le vaccin Johnson Johnson. Est-ce que, par exemple, je voudrais apporter deux précisions. La première précision, c'est par rapport à AstraZeneca. Donc, ceux qui ont reçu la première dose de AstraZeneca, et professeur Wan disait tout à l'heure, en termes il faut prendre la responsabilité quand on met en œuvre des stratégies. On ne peut pas avoir, je donne un exemple, 500 000 AstraZeneca, 12 d'AstraZeneca. On sait qu'on avait fait des prévisions, ce n'est plus possible avec ce qui est arrivé en Inde. 500 000, on ne peut pas donner 250 000 doses à une part de la population et stocker les 250 000 autres doses, soit disant en attendant 3 mois pour que les gens puissent prendre la deuxième dose. C'est pas possible. Donc le ministère a pris le choix d'élargir la vaccination et qu'au moins la majorité des Sénégalais, en tout cas une bonne partie des Sénégalais, puissent avoir au moins la première dose. Oui, d'accord. Maintenant, la première dose d'AstraZeneca, le rendez-vous, le délai minimal, c'est 3 mois. Et rien, il n'y a pas en tout cas sur le plan scientifique, après au-delà de 3 mois, il n'y a pas de risque pour pouvoir par rapport à l'immunité. Et avant la fin du mois, nous recevrons une dotation d'AstraZeneca et ceux qui devraient prendre leur dose de deuxième dose d'AstraZeneca le recevront. Deuxième élément que je voudrais préciser, et vraiment ça, je voudrais que vous nous appuyiez par rapport à cette communication. Nous avons commencé la vaccination avec Sinopharm. Sinopharm, c'est 2 doses. Il faudrait que, quand on prend la première dose de Sinopharm, la seconde dose, 3 semaines après, qu'on puisse prendre Sinopharm. Des personnes qui ont pris AstraZeneca, il y a Johnson Johnson. Le Sénégal n'a pas choisi la stratégie de remplacement par rapport à la vaccination. Ceux qui ont pris AstraZeneca doivent attendre la deuxième dose d'AstraZeneca. Ceux qui ont pris Sinopharm doivent attendre la deuxième dose de Sinopharm. Mais il ne faut pas se dire que moi j'ai pris AstraZeneca, je n'ai pas encore pris ma deuxième dose, allez se faire vacciner avec Sinopharm et oui, Johnson parce qu'il y a des questions comme ça. Il y a des gens qui disent, est-ce que moi qui ai pris AstraZeneca, puisque la deuxième dose n'est pas encore là, face à la panique, est-ce que je peux aller prendre Sinopharm ou un autre vaccin pour avoir la deuxième Justement, dose? Est-ce que c'est prévu scientifiquement, c'est faisable ou pas, ou bien c'est dangereux? Le Sénégal n'a pas retenu cette stratégie. Donc ce que je dis là, c'est conformément au protocole de vaccination, stratégie vaccinale. Le Sénégal n'a pas retenu la stratégie de remplacement vaccinal. Ceux qui ont pris AstraZeneca, première dose, je vous ai indiqué tout à l'heure, la fin du mois, il y aura les doses d'AstraZeneca et au mois d'août aussi, il y aura d'autres livraisons de doses d'AstraZeneca. Ils doivent prendre leur deuxième dose AstraZeneca. Et maintenant, ceux qui n'ont pas été vaccinés, Johnson Johnson, c'est une seule dose, c'est ceux-là qui vont prendre ces doses de Johnson Johnson. Aujourd'hui, justement, la plupart des populations sont un peu inquiètes par rapport à ça. Ils me disent, oui, on a pris une première dose d'AstraZeneca, pourquoi on ne peut pas aller prendre Sinopharm pour compléter la deuxième dose? Si le Sénégal n'a pas pris cette stratégie-là, ça va être compliqué, hein? Oui, parce que c'est vrai que c'est une question discutée, hein, comme docteur Babacar Gueye l'a dit, de le remplacement vaccinal, la potentialisation des vaccins précédents par un nouveau vaccin, etc. C'est très discuté au niveau international et il n'y a rien de vraiment tranché. Et le Sénégal a pris l'option de vacciner, de respecter la logique vaccinale, c'est-à-dire vous avez pris une première dose, etc. Bon, ce qu'il faut aussi dire, c'est que moi j'ai vu les centres de santé, les postes de santé, quand les vaccins étaient disponibles, et il n'y avait personne.
ça aussi c'est un problème. Et maintenant, il y a une ruée maintenant. Oui, et c'était prévisible. Et moi, je le disais à l'époque aux gens, je dis maintenant, vous qui refusez de vous vacciner, vous allez attendre. Et je le disais, qu'il y ait presque plus de vaccins pour vous ruer vers les vaccins. Or, et je suis tout à fait en phase avec Dr Gueye, c'est une situation qui n'était pas prévisible. Personne n'aurait imaginé qu'il y aurait l'explosion en Inde, en Europe, au point qu'ils n'exportent plus leur vaccin. Parce que la AstraZeneca s'approvisionnait en Inde. Le COVAX s'approvisionnait de Covishield en Inde. Donc, les circonstances ont fait que l'Inde est devenue incapable d'honorer les commandes du mécanisme COVAX. Mais je pense que d'abord, une des choses possibles, je pense, c'est de voir s'il y a des doses. C'est une suggestion que je fais, je ne sais pas ce qu'elle vaut. S'il y a des poches, des doses qui restent à l'intérieur du pays. Parce que moi, personnellement, je sais que j'ai été témoin de personnes qui n'ont pas pu se faire vacciner, qui voyageaient, qui sont allés se faire vacciner à l'intérieur. Donc, première des choses, essayer, comme on le fait pour le matériel, de redéployer d'éventuels stocks de l'intérieur vers les centres les plus touchés. Les centres de foyer, oui, comme Dakar, Thiès. Comme Dakar, Bourg. Thiès. Voilà. Tous les centres urbains actuellement sont touchés. Ça, c'est une solution possible en attendant qu'on s'approvisionne le plus rapidement possible en vaccins. Et là, il faudra peut-être aller vers des mesures plus énergiques pour amener les gens à se vacciner, pour ne pas dire pour les contraindre à se vacciner. Parce que c'est pour la santé publique. Si on interdit de fumer dans les lieux publics, c'est pour éviter le tabagisme passif. Autant on évite le tabagisme passif, autant on veut assurer une immunité collective pour protéger nos personnes âgées, nos diabétiques, nos hypertendus, etc. Pour les protéger contre des séquelles ou contre la mort. Donc, je pense qu'il y a des mesures énergiques, pour ne pas dire coercitives, à prendre pour obliger les personnes à se faire vacciner. Mais pourquoi il n'y a pas une démarche aussi vers les chefs religieux, les khalifes généraux, pour les voir? Parce qu'aujourd'hui, la plupart des populations peut-être croient plus aux paroles des religieux qu'aux paroles des politiques. Est-ce qu'il n'y a pas une démarche vers le khalif général des Mourides, des Tidjanes, des Niassènes, des Laïcs, de tous les khalifes, des clergés, pour voir comment regrouper tous ces khalifes en un seul lieu qui ne puissent pas la seule parole aux populations? Tout à fait. Non, je pense que c'est une solution et c'est une solution qu'il faut mettre en œuvre. Il faut aller vers les leaders d'opinion. Il faut aller vers les personnes dont les messages portent. Il faut aller vers vraiment les porteurs de voix. Il est clair que nos leaders religieux, s'ils faisaient passer des messages très forts par rapport aux mesures de prévention et par rapport à la vaccination, je pense qu'on en finirait très vite. Et dans le passé, c'est les mesures depuis l'ère de la colonisation. Nous avons tous lu ce qui a été dit sur les sermons, les avis des grands dignitaires religieux de l'époque. Donc, effectivement, tout à fait d'accord, il faut que le pouvoir politique puisse solliciter les chefs religieux pour que ceux-ci fassent des déclarations très fortes en faveur de mesures spécifiques comme la vaccination. Mais à condition qu'il y ait assez de vaccins. Ça aussi, c'est une condition. Parce que, comme le disait quelqu'un hier, dire aux gens, allez vous vacciner alors qu'il n'y a pas de vaccin, ça sera un effet catastrophique. Absolument. Donc, s'approvisionner suffisamment en vaccins et mettre au devant les leaders d'opinion pour qu'ils... Et prendre aussi des mesures coercitives. Oui. Mais est-ce qu'il y a une démarche au niveau des khalifes généraux, des leaders d'opinion du pays, au niveau du ministère, pour vous aider à lutter contre les maladies? Très bien. Maintenant, avant de revenir sur cette question, je voudrais sur la disponibilité des vaccins. Effectivement, quand nous sommes en phase d'une expérience de plus grand. Quand on crée la demande, il faut assurer à côté l'offre. Donc, c'est à ce titre-là que après les 151 000 doses de Johnson & Johnson qui ont été réceptionnées la dernière fois, aujourd'hui nous sommes le 25 juillet, d'ici le 31 juillet, d'ici le 28 juillet, nous allons avoir 3 livraisons de vaccins, notamment 322 000 doses de Sinopharm, 136 000 doses encore de Johnson & Johnson et 140 000 doses de AstraZeneca. Donc ça sera avant la fin du mois. Et après, au mois d'août, dans le cadre d'un programme en relation avec la Banque mondiale, il y a un projet important dans le domaine de la vaccination, des millions de vaccins Johnson & Johnson
seront acquis par l'État par l'État du Sénégal. Et dans une perspective beaucoup plus, je pense, à moyen terme, il y a une initiative de production locale en relation avec l'Institut Pasteur de vaccins au niveau du Sénégal. Donc c'est dire que un effort important sera fait dans la disponibilité des vaccins. Maintenant, on va continuer à sensibiliser. Et effectivement, il faudrait, par rapport à cette sensibilisation, la faire en relation avec les porteurs de voix. Donc le directeur du SNEIPS lui-même a commencé des visites de proximité au niveau des différentes maisons religieuses et tout, pour pouvoir rencontrer les chefs religieux, discuter avec eux, leur faire porter le message par rapport à la vaccination. Je pense que c'est une initiative qui va porter ses fruits. Mais aussi, en tout cas, si ce qu'on voit hier, comme le disait le professeur Wan, j'étais dans un centre de santé de la place, il n'y avait pas moins, il était je pense midi, il y avait 229 sur la liste de personnes qui voulaient se faire vacciner. Il y avait un rush. Aujourd'hui, vu le rush, les centres de santé vont travailler ce dimanche-là. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les populations, je ne sais pas trop si c'est du fait de la situation-là, commencent à pouvoir s'appuyer cette vaccination. Mais quand même, nous allons accentuer la communication en utilisant ces leaders religieux-là. Et vraiment, ce qui va nous faire sortir de l'ornière, vraiment, en plus du respect scrupuleux des mesures barrières et de mesures qu'il faudrait prendre, il y a la vaccination, et nous devons être dans la perspective, en tout cas, de vacciner le plus de personnes possible, pouvoir atteindre une bonne immunité, pouvoir combattre cette maladie. Mais est-ce qu'aujourd'hui, avec la situation de la maladie qui monte, on n'a pas peur d'avoir des conséquences économiques graves? Clairement. Les entreprises ont fermé, les gens sont malades, ils ne viennent pas travailler, donc ils ne sont pas productifs. Donc il y a un souci de faire rouler la machine économique. Non, clairement. Je pense que je parle aussi sous le contrôle d'un spécialiste de santé publique. C'est clair que ces conséquences économiques... Parce qu'il y a beaucoup d'absence dans les entreprises. Tout à fait, non seulement mais surtout l'économie informelle. L'économie informelle. Et c'est ça, je sais, qui bloque l'État à prendre des mesures coercitives. Parce que si on fermait les marchés, ça veut dire que c'est des conséquences économiques catastrophiques. Donc on n'en est pas encore là. Mais il y a un minimum. Le port du masque, observer un minimum de distanciation, le lavage des mains comme on vient de le faire tout de suite en entrant dans votre radio, je pense que c'est possible. Les conséquences économiques sont incalculables en fait, surtout dans nos pays où il y a des facteurs économiques qui sont mal maîtrisés, qui ne sont pas maîtrisables. Tout ce qui est dans l'économie informelle, on ne maîtrise pas. Et donc, par contre, on sait que ces conséquences sont réelles et que la première vague et la deuxième vague ont entraîné un appauvrissement massif des populations. Les plus pauvres sont devenus plus pauvres. Il est vrai qu'il y a des secteurs qui ont connu une éclaircie dans cette crise, le secteur des télécommunications, le secteur des nouvelles technologies, etc. C'est clair qu'ils ont connu un boom, mais les plus pauvres se sont appauvris. Oui, parce que tout à l'intérieur du pays, avec la Tabaski cette année, il y a eu vraiment des situations difficiles. Parce que les immigrés qui travaillent, qui envoient de l'argent, n'ont plus les moyens d'envoyer ce qu'ils ont envoyé. Parce que là-bas aussi, ils sont frappés par la maladie. Il y a des poches de pauvreté extrême. Tout à fait. Non, je suis tout à fait d'accord avec vous que c'est une dimension qu'il faut prendre en considération dans toute mesure de lutte contre les épidémies. Et donc, comme on vient de le dire encore une fois, il faut mettre l'accent sur la prévention. Et les mesures de prévention sont connues, et c'est connu que ces mesures sont efficaces. On ne va pas revenir sur ce qu'on a dit pendant des mois. Ces mesures sont connues, ces mesures sont efficaces. Il faut nécessairement les mettre en place, en plus de la dernière dont l'efficacité est également prouvée, la vaccination. Pourquoi on n'avait pas aussi intégré dans la lutte les physiothérapeutes? On a vu par exemple le docteur Bassène qui est à l'IFAN, qui ont donné des recettes peut-être qui peuvent aider à combattre la maladie. Bon, déjà sur la question de l'économie, je vais citer le professeur Issa Wan, celui qui disait que la santé n'est pas une finalité, mais c'est un intrant pour le développement. Donc on n'est pas en bonne santé pour juste être en bonne santé. Donc vraiment, c'est un intrant pour la santé, tu ne peux pas travailler. Voilà, donc c'est important. Et cette dernière semaine, quand on suivait le pèlerinage avec le nombre de personnes au lieu saint, quand on suit l'événement le plus important sportif du monde, les Jeux Olympiques, à huis clos, ça c'est extraordinaire au niveau des aéroports. Et surtout, un point qu'il a relevé, et moi c'est un point qui
qui est très important, le secteur informel. Parce que j'ai une petite anecdote. C'était la veille de la fête de Korité l'année dernière. Moi, je me réjouissais quand on disait qu'il faut limiter les déplacements, qu'il faut les transports, etc., etc. Mais la veille de la Korité, vers 21h, j'ai écouté sur une radio le responsable des transporteurs, il disait: bon, les autorités là, vous avez pris des mesures, c'est bien. Demain, vous allez fêter la Korité, c'est bien. Mais au moment de passer à table, pensez que nous n'allons pas célébrer cette fête de Korité. Nous n'avons pas de quoi manger. Donc, quand l'autorité prend une décision, il faudrait qu'on puisse trouver l'équilibre, en tout cas lui donner les éléments d'appréciation des autres secteurs pour pouvoir prendre des mesures qui pourront trouver un équilibre entre l'économie, les aspects sociaux et la santé. Maintenant, par rapport à physiothérapeutes qui sont là. Je rappelle que professeur Bassène, en tout cas, si c'est de la même personne dont nous parlons, au niveau du ministère, il y a une cellule de médecine traditionnelle, donc qui est dirigée par mais est-ce qu'elle est sollicitée dans mais effectivement, ils font partie du CNG, mais au Sénégal, il y a une procédure pour pouvoir utiliser un médicament, un produit. C'est pas juste qu'un produit efficace ailleurs qu'on l'utilise automatiquement. Il y a une procédure à respecter, une recherche à faire et avoir l'avis des experts. On a suivi le produit malgache là, donc il faudrait que sur la base de preuves scientifiques, qu'on puisse amener à utiliser certains produits. Voilà, le temps que nous sommes partis est terminé. Merci infiniment, professeur Issa Won, qui est épidémiologiste et enseigne à l'université Hassan Seck de Ziguinchor. Merci à Dr Babacar Gueye, qui est directeur de la lutte contre les maladies au ministère de la Santé. C'était Alassane Sambodjob au micro, Biran Sissé à la technique. Bon dimanche à tous. Avec iRadio 90.3, vous avez une vision claire de l'actualité. iRadio, xibaar yu wér ak